Bonjour à tous, bienvenue à The Interview. Aujourd'hui, notre invitée est Rosie Sambrois. Elle est styliste, conseillère en images, créatrice de bijoux et contributrice à Elle Côte d'Ivoire. Bonjour Rosie, comment vas-tu? Bonjour Yuri, je vais très bien et toi? Écoute, ça va, malgré le temps, on tient le coup. Rosie, je tiens d'abord à te remercier d'avoir accepté. Je sais que tu as des journées très chargées, d'avoir accepté l'invitation de The Interview afin de répondre à nos quelques questions. Merci de m'avoir invitée en tout cas. Je t'en prie, c'est un réel plaisir. Rosie, tu es congolaise, mariée, tu habites à Bruxelles. Tu œuvres dans 3 domaines qui font partie d'un même univers. Conseillère en images, créatrice de bijoux et contributrice pour le magazine Elle Côte d'Ivoire dans la rubrique mode et lifestyle. Quel est ton parcours, Rosie? Alors quel est mon parcours? J'ai fait donc une école d'art, j'ai fait une école de stylisme modélisme à Paris. J'ai fait une formation en bijouterie contemporaine et puis j'ai commencé à travailler comme styliste, mais la personne pour qui je travaillais, en fait, comme assistante styliste, et la personne en fait pour laquelle je travaillais m'a dirigée en fait vers les bijoux. Elle m'a dit mais occupe-toi des accessoires. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper en fait des sacs et des bijoux et j'ai vraiment adoré. Et j'ai trouvé ma voie en fait grâce à ce travail-là. D'accord. Et dis-moi, tu es conseillère en images, Rosie. Y a-t-il une différence entre le relooking et le conseil en images? Pour moi, il y a une grande différence. En fait, le relooking, on transforme une personne et on la met, j'ai envie de dire, à la mode, tandis que le conseil en images, on essaye en fait de partir de la personne et de faire de cette personne en fait la meilleure version d'elle-même en fonction de qui elle est, en fonction de son travail. Moi, je travaille vraiment pour des entrepreneurs majoritairement et c'est vraiment pour faire correspondre en fait à leur travail ou à leur ambition. D'accord, très bien. Donc tu dis que ta clientèle dans le domaine du conseil en images est plus ciblée vers les entrepreneurs. Pourquoi Exactement. les entrepreneurs? Est-ce que c'est un choix? C'est un choix. Tout simplement, ce sont les personnes qui viennent plus vers toi Non, pour avoir accès à ce genre de service. C'est vraiment un choix. On dit en fait que l'image compte pour 70% de la signature d'un contrat et on est dans un monde d'image. Donc l'image compte énormément. Et moi, ça m'amusait parce que c'est un double challenge en fait, de travailler avec des entrepreneurs ou avec des personnes donc, qui dépendent de leur image et qui en ont une véritable utilité. Donc plus que simplement je me sens mal dans ma peau, etc. Il y a vraiment un côté, on rentre en fait carrément presque dans une partie du personal branding et j'adore ça. Tu précises ici que ta clientèle, les personnes qui viennent vers toi pour pouvoir bénéficier justement de tes conseils en images sont plus en fait des entrepreneurs. Des entrepreneurs, exactement. Et dans quelle tranche d'âge? Je dirais de la trentaine à la soixantaine. Et tu travailles aussi avec beaucoup d'hommes? J'ai quelques hommes, je travaille avec quelques hommes. Mais la majorité, ce sont quand même des femmes. Ce sont quand même des femmes. Et donc quand elles viennent vers toi, leur souci premier, c'est lequel? C'est de ne pas savoir assembler ce qu'elles ont dans leur garde-robe ou tout simplement, c'est aussi d'apporter un petit plus en fait et les aider à trouver leur style, un style qui, je veux dire… En fait, souvent leur souci, c'est que maintenant on est dans un monde de l'image. L'image a pris beaucoup d'importance, on voit beaucoup d'images au quotidien. On est habitué aussi à un certain type d'image, donc en fait, elles viennent en fait pour faire correspondre leurs images, évidemment, à leur société, à ce qu'elles sont, etc. Parfois, beaucoup de gens viennent quand il y a un changement de vie, il y a un changement de statut. La société grandit ou elles ont d'autres ambitions. Donc là, elles viennent en fait pour adapter en fait leur image à ces changements-là. Elles viennent aussi avant des prises de parole, si elles doivent passer à la télé, s'il y a un shooting, donc vraiment dans des moments clés.
Donc si je comprends bien, conseil en image ne s'arrête pas tout simplement à conseiller une personne en ce qui concerne sa garde-robe, mais peut aussi être des conseils en fait qui sont directement liés à l'activité dans C'est tout à laquelle fait il ça. C'est travaille. tout à fait ça. Comme tu viens de le Oui. dire, des shootings, des prises de parole, Exactement. etc. Et quel type de budget ces personnes sont prêtes à mettre justement pour pouvoir bénéficier de tes conseils en images? Alors, quel budget? Pas moins de 500 euros. 500. Et dans les 500 euros, ça représente quoi? Tes conseils, mais ça représente aussi les achats que tu pourrais faire C'est beaucoup pour plus ces compliqué. personnes. En fait, il y a, ça va plus loin que les conseils. Donc, je commence en fait quand on a besoin de faire une capsule, parce qu'il y a différents services. D'accord. Quand on a besoin de faire une capsule professionnelle, j'ai d'abord besoin de savoir à qui j'ai affaire. Donc, je fais tout un travail en fait pour voir comment cette personne s'habille, ce qu'elle fait comme travail, où elle en est, où elle voudrait aller. Ça, c'est très important. Donc, on trie sa garde-robe. Là-dedans, il y a vraiment un tri de la garde-robe. On garde ce qui va être utile pour la capsule professionnelle. On remixe un peu la manière dont elle a besoin, dont elle s'habille quotidiennement. Tout à fait. Parce que moi, je ne pars pas de zéro, je pars vraiment de ce que la personne a. Et on va mettre certaines pièces différemment. Et de là, si je vois qu'il y a des manques, alors on va faire du shopping pour combler ces manques-là. Et en règle générale, le shopping, tu le fais partout, tu le fais en Belgique, Je le fais partout, mais le shopping dépend vraiment de la cliente. personne. Une personne n'est pas une autre. Tout à fait. En fait, c'est ça aussi qui est avec la différence pour moi entre le relooking et le personal branding, c'est que je ne peux pas partir d'une boutique comme ça. Une personne n'est pas une autre. Il y a des personnes qui sont plus adaptées à certaines boutiques que d'autres, et puis il y a les questions de budget aussi. Exactement, tout à fait. Et hormis le conseil, comme tu viens d'expliquer ici, tu pars sur des capsules. Tu vas d'abord tu commences d'abord à regarder ce que la clientèle a et tu adaptes et tu vois ce qui lui manque effectivement dans sa garde-robe. Quel autre type d'activité fait partie du conseil en image? Quel autre type d'activité ça veut D'activité, dire? oui. Quand je dis quel autre type d'activité, c'est-à-dire à part justement ces capsules-là que tu proposes, est-ce que le conseil en image, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont liées? Parce qu'en fait, les personnes peuvent m'appeler aussi, par exemple, avant de devoir prendre la parole en public, si elle a un shooting professionnel. Donc, il y a vraiment différents événements pour lesquels une personne peut prendre contact avec moi. Parfois aussi, quand elles veulent booster leur carrière et qu'elles visent un autre poste ou une autre type d'activité. Oui, donc tu ne te limites pas seulement à la garde-robe, mais tu vas beaucoup plus loin en apportant tes conseils pour différents événements dans la vie de ces personnes. Voilà. C'est un métier, le stylisme et le conseil, c'est un métier qui demande énormément d'être attentive et sur tout ce qui se fait, on va dire, dans l'univers de la mode. Tu as une page Facebook, Rosie vous conseille, qui justement partage les dernières tendances. Je suis moi-même une grande abonnée en fait de ta page Facebook et je trouve ça vraiment extraordinaire parce que je veux dire, c'est tous les jours que tu postes quelque chose. Comment fais-tu pour pouvoir trouver toutes ces informations? Je fais beaucoup de recherches. Je suis abonnée, je suis énormément de créateurs, connus ou moins connus. J'en suis vraiment beaucoup. Je vais beaucoup dans les magasins pour être au courant de ce qu'il y a, des grosses tendances, etc., de ce qui fonctionne ou pas. Et donc, j'ai toujours plus ou moins une idée de ce qui est en magasin à quel moment. Et c'est vraiment énormément, il faut vraiment faire beaucoup de recherches. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des créateurs, par exemple, que tu suis particulièrement par rapport aux différentes saisons pour pouvoir justement avoir une idée des tendances? Est-ce qu'il y a des créateurs types que Oui, tu suis? je suis beaucoup de créateurs. En fait, là, je ne me focalise pas simplement sur ce que j'aime ou pas, mais c'est vraiment par rapport aux tendances. Donc, je suis beaucoup de créateurs africains. Évidemment les Italiens, les Français, les toutes grosses marques. J'essaie vraiment d'avoir un large panel pour avoir différents points de vue, j'ai envie de pouvoir dire. plaire à la majorité. Exactement. Que chacun en fait se retrouve, puisse se retrouver. Selon son Voilà, style, exactement. selon ce qu'il aime. Et donc plus le panel est grand, plus
on a une vue d'ensemble. Comment fais-tu justement pour t'informer sur ces nouvelles tendances? Alors, je suis beaucoup de créateurs de toutes sortes de marques. Donc voilà, je fais aussi beaucoup de recherches. Je vais beaucoup en magasin voir ce que les boutiques proposent actuellement. Donc j'essaie toujours de rester en fait au courant de ce qui se fait, de ce qu'il y a. Je suis tout le temps en train de chercher en fait des infos. Et tes infos, tu les trouves où? Tu les trouves principalement sur Internet? J'en trouve en ligne, j'en trouve, et comme je dis, je suis abonnée à, je sais pas, peut-être une centaine de marques plus à mon avis. Et donc ça, je trouve déjà pas mal d'infos. Et puis, je contacte aussi certains bureaux de presse. Voilà, je vais vraiment à la recherche de l'information. À la recherche de l'information. Et lorsque tu proposes justement toutes ces tendances, on sait que les tendances diffèrent d'un pays à un autre. Je veux dire, le style belge n'est pas le style français ou italien ou encore en anglais. Donc tu t'intéresses en fait à tous les différents styles qu'il puisse avoir. Et donc à travers justement, comme tu dis, les magazines ou les blogs, les créateurs, etc. Quels sont, Rosie, un ou deux conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous suivent, on va dire des conseils basiques, parce que très souvent on peut aller dans une boutique voir une très belle robe alors que la robe peut-être ne va pas avec notre morphologie. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui nous suivent? Comment est-ce que trouver, on va dire, son style et qu'est-ce qui va le mieux selon la morphologie d'une personne à une autre? Il faut bien se regarder, il faut bien connaître son corps. Alors on peut aussi se prendre en photo parce que ça donne un recul qu'on n'a pas forcément toujours en se regardant dans un miroir. Il faut vraiment bien connaître son corps et effectivement, je vois parfois de très belles pièces que je n'achète pas parce qu'elles ne me vont pas. Donc il faut pouvoir avoir ce recul-là, de savoir ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Et c'est en essayant, en portant beaucoup, en se regardant beaucoup en photo, qu'on arrive à voir, en écoutant aussi les compliments qu'on nous fait. Tiens, on m'a complimenté, comment est-ce que j'étais habillée ce jour-là? Tiens, quand je porte ce genre de vêtements, on me complimente beaucoup. Donc il y a aussi tout ça. Et vraiment avoir du recul sur soi-même pour apprendre à vraiment s'observer. Pour revenir aux tendances mode, j'ai vu justement dans différents posts sur ta page Facebook, Rosie vous conseille, le rose. Le rose est à la mode, mais à part le rose, quelles sont les couleurs de cet hiver? Alors là, il y a eu effectivement cette espèce de rose fuchsia qu'on a vu beaucoup, qui va devenir un peu un rose un peu plus foncé, un peu plus magenta pour la saison, l'année qui vient. Ça va vraiment être la couleur. Donc on va rester sur cette base. On va rester sur cette base-là, mais vraiment les couleurs sont en train de prendre vraiment le pas sur le noir. On verra beaucoup de couleurs et moi, bon, ça m'arrange parce que même si ça ne se voit pas aujourd'hui, je suis fan de couleurs et donc il va vraiment falloir mixer tout ça, doser, vraiment presque comme une palette de peintre. Oui, on voit même certaines personnalités publiques, certaines stars, le jaune, le bleu très électrique, l'orange, le vert. Donc on va vraiment, et pourtant on est en hiver où on a tendance à avoir des couleurs beaucoup plus neutres. Et là, en fait, on change. Les populations, ça change. En fait, les populations changent, les goûts changent. On s'influence les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a 15-20 ans, en Belgique, voilà, on voyait beaucoup plus de gris, de brun, etc. Là, les populations sont en train de changer, les choses changent. Les choses changent, les tendances. Alors, tu es créatrice de bijoux. Exactement. Donc, tu sais mieux que quiconque l'accessoire est l'élément qui permet souvent de sublimer un look. À ton avis, quel est l'accessoire indispensable qui permet justement de sublimer un look? Alors, pour hommes ou pour femmes d'abord? On va commencer par les femmes. Les femmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Alors, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de réunions en ligne, les boucles d'oreilles ont vraiment pris une place particulière. D'ailleurs, on le voit dans les tendances, les boucles d'oreilles sont de plus en plus grosses justement grâce à Zoom. Et sinon, évidemment, il y a les chaussures, les sacs qui
voilà, c'est un accessoire indispensable. Donc ça reste la boucle d'oreille qui en fait va venir sublimer et apporter un plus en fait Maintenant, au surtout visage. cette période-ci. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de réunions en ligne. Exact. Et donc, Avec le voilà, télétravail, avec etc. le télétravail, etc. Donc on ne voit que le haut. Et la boucle d'oreille reste l'accessoire qui sera vraiment visible. Et toi, en tant que conseillère en image, je sais que comme tu l'as déjà répété plusieurs fois, tout dépend de la cliente. Mais quelle est la tendance en termes de boucles d'oreilles actuellement? Est-ce que ce sont des grosses boucles d'oreilles ou bien des choses très, très, très discrètes? Justement, donc, on l'a vu justement depuis la crise Covid, les boucles d'oreilles sont de plus en plus grosses. Justement, par rapport, c'est une réaction en fait des designers par rapport à la crise Covid, où les boucles d'oreilles ont été en fait les accessoires qui ont continué à se vendre. Et voilà, les gens veulent au moins que ça soit vu. Ça soit vu. Donc on est plus en fait Dans des boucles d'oreilles Voilà. qui sont très visibles, on va dire. Oui. Mais bon, cela n'empêche que tout ce qui est discret reste aussi très classe. Exactement. Ben oui, la preuve en est. La preuve en Parce est. que, voilà, exactement. Plutôt de l'or, c'est plutôt de l'or jaune, de l'or blanc. Quelles sont les tendances? Là maintenant, on vend de plus en plus d'or. Par exemple, ici, c'est vrai que en Belgique, en France, etc., il y avait beaucoup plus d'offres en argent. C'est vrai que maintenant, le doré Revient à la mode. revient à la mode, a vraiment pris une place qu'elle n'avait pas avant. Et donc voilà, et c'est vraiment les grosses boucles d'oreilles, le doré, la couleur aussi, il y a énormément de couleurs au niveau des boucles d'oreilles également. Tu as parlé de chaussures. Oui. Depuis quelques années, Rosie, on constate, en tout cas moi, je fais un constat tout à fait positif puisque j'en porte quasi tous les jours, mais la basket est devenue un incontournable des garde-robes de tout le monde. Je peux dire de tout le monde. On voit que la basket aujourd'hui se porte dans un style tout à fait casual, c'est-à-dire en jean, mais tout aussi bien en robe, en jupe. Que penses-tu de cette tendance justement de la basket qui est devenue une mode qui a été finalement en fait qui a touché tout le monde et les gens aujourd'hui mettent des baskets en toute occasion et tout le temps? Moi j'adore, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça déjà très pratique, ça va avec la vie qu'on mène où les gens courent beaucoup. Et la basket en fait ne remplace aucune chaussure parce que voilà, les talons sont toujours là, les chaussures classiques pour les hommes aussi, mais la basket c'est vrai a pris une place en fait dans notre garde-robe parce que la basket va avec notre mode de vie. On court énormément donc il faut que le pied soit confortable tout en étant stylé quand même. Exact. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs qui, justement, aujourd'hui, créent des baskets qui s'adaptent à plusieurs occasions. Exactement. Plusieurs occasions. Donc, tu penses que la tendance, elle va se confirmer? Elle est déjà confirmée. On ne va plus revenir en arrière. Non, on ne reviendra pas en arrière. La basket, elle a sa place. Elle est là. Et elle est là. C'est un peu comme les téléphones portables. Oui. Aujourd'hui, on ne voit que ça dans le tram, dans le métro. Les gens sont scotchés à leur téléphone. À propos, tu es plutôt Apple ou Mac? Non, tu es plutôt Mac ou PC? Je suis plutôt Mac. Mac, comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà. Non, je suis pas iPhone. Moi, je suis une Samsung. Oui, Mac en laptop en fait. Laptop, oui. Mais en téléphone portable, tu es... Huawei. Ah, Huawei. Ben voilà, on vient de faire de la pub pour Huawei. Kinses est ta marque de bijoux. Tu l'as créée il y a de cela quelques années. Est-ce que le nom a une signification particulière? Oui, le nom a une signification particulière pour moi. Donc Kinses, les 4 premières lettres de Kinshasa et les 2 dernières lettres de Bruxelles. Donc ce sont mes 2 villes et donc je les ai rassemblées en un mot. Et donc pour moi, ça représente en fait mes origines, ce que je suis, mes villes préférées. Kinshasa et Bruxelles restent tes villes préférées? Elles restent mes villes préférées. D'accord, donc en fait tu as fait cette association parce que tu te sens appartenir en fait finalement autant au Congo qu'à la Belgique. Voilà. Comment t'es venue l'idée de créer des bijoux? Mais par passion, c'était une évidence.
après avoir travaillé avec ce fameux Oui, créateur. c'était vraiment une évidence. Oui, parce que tu as fait des études de stylisme. Certes, tu as travaillé dans la création de vêtements, mais tu n'as pas développé en fait ta propre marque de vêtements et tu es Non, plutôt allé vers donc la l'accessoire, création oui. de bijoux, mais aussi de formation. Pourquoi ce choix? Mais je pense que beaucoup de personnes, donc après leurs études, ben voilà, elles se découvrent d'autres passions, etc. Moi, je reste dans le même domaine, mais c'est vrai que voilà, les bijoux, c'est une évidence. Et par rapport aux formations, donc lorsque je faisais mes études de mode, mon cours préféré était Histoire du costume. D'accord. Mais j'étais quand même frustrée parce qu'il n'y avait rien qui concernait l'Afrique et l'Asie. Et donc j'en ai discuté avec mon ancien professeur. Et donc j'ai décidé de moi faire ces formations-là. Pour Et pouvoir donc, mettre en avant en fait aussi la création africaine. En fait. non seulement la création histoire. africaine, mais l'histoire aussi des vêtements qui est liée avec la colonisation. Il y avait donc les vêtements avant, voilà, comment le choc des cultures s'est fait et pourquoi est-ce qu'au niveau mondial, j'ai envie de dire, le vêtement européen a quand même une prédominance, même si les choses ont tendance à bouger maintenant. Et quel type de bijoux tu fabriques? Les matériaux que tu utilises? Est-ce que les couleurs? Est-ce qu'il y a des matériaux, des couleurs qui incarnent ta marque? Alors je mélange beaucoup de matières. J'ai beaucoup travaillé le cuivre, j'ai beaucoup travaillé les perles aussi. Évidemment, je travaille depuis plusieurs années la malachite. Et là, je suis en train de préparer une collection qui sera or, il y aura 5 pièces, or et malachite, parce que voilà, je suis très touchée par ce qui se passe en RDC par rapport à la malachite. Donc, on a une société minière qui s'appelle la Gécamine, qui a plus d'une centaine d'années et qui a toujours en fait gardé 10% de sa production pour les artisans locaux. Et depuis un peu plus de 5 ans, donc ce comptoir a été fermé. Et donc les artisans ne peuvent plus se fournir là. Ils sont obligés de se fournir soit sur le marché noir, soit chez des fournisseurs qui leur vendent en fait la matière 5 fois plus cher, pour 5 fois moins de matière. Et donc voilà, il y a un savoir-faire qui est en train de se perdre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des matières premières au Congo, mais concernant la malachite, là on perd complètement même un savoir-faire, vu qu'il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre à travailler la malachite. Ce travail se fait vraiment en allant en fait comme apprenti chez un maître, chez un artisan qui vous apprend, qui passe le relais. Mais là évidemment avec cette flambée des prix de cette matière première, les artisans soit quittent le pays, soit ne forment plus. Et depuis 2-3 ans, on voit que toutes les grandes marques de joaillerie ont de la malachite dans leur collection. Et un produit en fait qui était courant dans toutes les maisons congolaises, on trouvait de la malachite. Maintenant, la malachite est vraiment devenue au Congo même très très chère. Et les gens voilà, réfléchissent à 2 fois maintenant avant d'acheter de la malachite et c'est vraiment dommage. Ben oui, comme tu le dis, c'est dommage. Et à ton avis, quelles seraient les solutions qui devraient être mises en pratique pour justement inverser la tendance? Parce que c'est pas normal qu'un produit qui vient de la RDC ne soit pas accessible aux locaux eux-mêmes. Alors je pense qu'il y a la solution, il faut que les Congolais recommencent à acheter de la malachite, mais il faut aussi évidemment, bon là je pense que ce sera plutôt politique ou par pression, il faut que la Gécamine en fait ouvre à nouveau ses comptoirs aux artisans. Il faut vraiment que ce savoir-faire puisse continuer. Donc ta prochaine étape est de créer des bijoux justement donc à base de malachite. J'ai déjà commencé. Et où est-ce que tu vas te fournir? Au Congo ou Alors je me fournis au Congo parce que la plupart de la malachite qu'on trouve ici vient en fait, c'est vrai que beaucoup elle vient de la RDC parce que de toute façon la malachite, voilà, il y a des motifs qui font qu'on sait plus ou moins d'où elle provient. Sinon en fait elle est revendue via la Chine. D'accord. Donc voilà. C'est pour ça que mes bijoux, il y a très peu de malachite dessus, mais la malachite est placée de manière à vraiment apporter une différence. À donner une différence. Oui. Et donc je pense que c'est ça peut-être qui te démarque des autres marques de bijoux. Est-ce que c'est la malachite, c'est ce matériau que tu utilises ou bien il y a d'autres aspects qui font que tu te démarques des autres marques? Oui,
Oui, je pense qu'il y a la malachite, oui, il y a la matière première, il y a les histoires que je raconte parce que je parle beaucoup du Congo et de la Belgique quand je travaille. Je suis très inspirée par la sculpture et D'accord. puis je m'adresse à des femmes qui sont actives mais qui veulent être vues. Donc je pense que c'est tout ça qui fait en fait la spécificité de ma marque. Donc ton inspiration, si je comprends bien, tu viens de parler de sculpture, donc ton inspiration elle est multidimensionnelle, Tout c'est-à-dire à qu'il fait. y a cette imagination en fait que tu as travaillé puisque tu es dans le domaine depuis très longtemps, mais tu t'inspires aussi beaucoup de la sculpture pour pouvoir Ah, dessiner exactement, oui. tes Oui. dessins. Comment se passe en fait le processus entre imaginer un bijou, le dessiner? Est-ce que tu dessines à main levée? Tu as des croquis? Je fais des croquis, mais ça dépend. Parfois, je pars d'un croquis. D'autres fois, je fais d'abord le bijou et puis je le dessine après. D'accord. Ça dépend vraiment. Il y a différentes manières de créer, d'être inspiré. Et au niveau de la fabrication, comment Alors, ça se passe? jusqu'à il y a quelques temps, je fabriquais tout moi-même. Mais là, effectivement, j'ai tellement de choses à faire que, à part certaines pièces que je fais encore moi-même, j'ai 2 ateliers avec lesquels je travaille, un en Belgique et un autre en Afrique. Tu as fait 2 formations dernièrement. Quels sont les différents thèmes que tu as abordés lors de ces formations? Alors, j'ai fait une formation Décolonisons donc la garde-robe business, donc où j'explique un peu comment est née la garde-robe business. J'explique un peu les jeux politiques qui ont eu lieu autour des vêtements. J'explique aussi voilà, comment la colonisation a impacté la manière de s'habiller et pourquoi globalement, quand on parle business au niveau du monde entier, les gens sont plus ou moins habillés de la même façon. Donc voilà. Oui, La formation dure 1 heure et demie, là c'est vraiment le résumé du résumé. D'accord, ça c'était donc pour la formation que tu as fait il y a de ça quelques mois, c'était en distanciel d'ailleurs, je pense. Il y a un mois, je pense. Il y a un Il y a mois, je oui, crois, un mois et avec, demi, parce avec que le musée, le musée de Tervuren, Tervuren. oui. Tout à fait. Et puis tu en as fait une autre aussi où tu as été invitée par Madame Nabou-Fall. Oui, Et ça là, c'était là, sur un space Twitter. Oui, sur un space Twitter, c'était concernant justement également la garde-robe business. Là, ce n'était pas la décolonisation, mais l'importance en fait d'une bonne présentation quand on est entrepreneur. D'accord. Et qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi une bonne présentation quand on est entrepreneur? Présentation, quand on est entrepreneur, c'est de représenter ce qu'on fait. D'accord. Donc voilà, on voit bien un avocat ne s'habille pas comme un médecin, donc on voit qu'il y a quand même des codes. On reste soi-même, ça c'est toujours très important parce que sinon, qu'est-ce qui différencie un médecin d'un autre? C'est sa personnalité, ses goûts qui se voient aussi dans ses vêtements et avoir la bonne tenue pour la bonne occasion. Pour moi, c'est ça une bonne présentation. Tu travailles pour Elle Côte d'Ivoire Oui. depuis maintenant, on va dire presque plus de 6 mois, c'est Oui, ça? plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Hein. Alors, comment es-tu arrivée chez Elle Côte d'Ivoire? Parce que, Elle Côte d'Ivoire, c'est une belle carte de visite, une belle opportunité. Bien sûr, ça requiert beaucoup de discipline. Comment es-tu arrivée à Elle Côte d'Ivoire? Tout simplement en rencontrant la rédactrice en chef à Dakar lors d'un événement où elle était partenaire. Donc on a échangé et elle a beaucoup aimé mes écrits et donc elle m'a demandé si je voulais contribuer au Elle Côte d'Ivoire. Évidemment, j'ai dit oui. Et est-ce que c'était pour toi une ambition de travailler chez Elle Côte d'Ivoire ou bien c'est arrivé par hasard et tu as sauté sur l'occasion? Je voulais travailler pour un magazine, mais je ne pensais pas du tout au Elle Côte d'Ivoire. Et ça m'est tombé dessus et j'étais très contente que ça me tombe dessus. Mais je veux bien le croire. Tu y es contributrice, Auteur, tu oui, réalises des interviews dans le domaine de la mode, lifestyle et femmes à suivre. Quelles sont tes 2 dernières interviews, la dernière interview que tu as faite? Alors la dernière interview était la ministre française, l'ancienne ministre française Elisabeth Moreno, et l'avant-dernière c'était l'Artisan Shop, qui est une boutique à Dakar. Ah, d'accord. Une superbe boutique un peu vintage. Mais donc tu as été jusqu'à Dakar pour pouvoir réaliser l'interview ou bien tu l'as fait en distance? J'étais à Dakar il y a quelques mois. Ah, d'accord, c'est dans ce cadre-là que tu as pu voilà. réaliser cette interview.
Et pour ceux qui nous suivent, où peuvent-ils retrouver justement tes différentes interviews, puisqu'elles sont écrites Sur le site, oui, sur le site du L, Code. ils peuvent faire, il y a un moteur de recherche, ils peuvent faire les recherches. D'accord. Rosie, où et comment te vois-tu dans les 5 prochaines années? Alors dans les 5 prochaines années, je me vois toujours, je me vois plus vieille, je me vois Mais toujours toujours aussi jolie. Tiens. Et toujours en train de faire des bijoux, des interviews et toujours en train de faire des formations. Mais j'aimerais pouvoir, surtout au niveau des formations, j'aimerais beaucoup pouvoir les faire avec des étudiants d'écoles de mode africaines. Et est-ce que justement en parlant de ça, les écoles de mode africaine, est-ce que tu es en contact avec des écoles ou alors, parce que je ne sais pas si ça existe réellement, par exemple en RDC, des écoles de stylisme. Est-ce que tu es en contact avec... Oui, il y a des petites écoles de mode. J'ai été en contact avec des ateliers, mais pas avec des écoles. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait temps, peut-être en Afrique, justement, de créer ces espèces d'associations, d'organismes qui regrouperaient... Il commence à y en avoir, il commence à en avoir. Et c'est très important. Ces personnes pourraient bénéficier non seulement de tes formations, mais aussi d'expériences de stylistes africains qui ont un peu plus de métier et ainsi, parce que faire décoller aussi le stylisme congolais, parce que le stylisme congolais reste encore un peu... ne se vend pas à l'international, on va dire. Autant on a des stylistes sénégalais, ivoiriens qui arrivent quand même à pénétrer un tant soit peu le marché international, mais le stylisme congolais reste encore un peu basique. Oui, il reste un peu basique, mais déjà il faut que les Congolaises et les Congolais s'habillent beaucoup plus avec les stylistes locaux. Parce que ça va être difficile pour eux de percer à l'international s'ils ne percent pas déjà localement. Et donc il faut déjà ce soutien-là. Et après, il y a tout un travail évidemment de promotion, etc. Qui est à faire aussi. Okay. Rosie, on va arriver à la dernière question. Tu as 3 casquettes. Combiner autant d'activités demande énormément de discipline. Comment fais-tu pour pouvoir justement faire en sorte de mener à bien tes 3 activités et surtout quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui, comme toi, voudraient embrasser en fait le monde de la mode? Mais je n'ai pas vraiment de conseils à donner parce que je crois que chacun a sa voie et sa manière d'y arriver. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris et surtout là, pour avoir ces différentes activités, j'ai appris à travailler par projet. Donc je commence un projet, je le termine et je passe à un autre projet. C'est comme ça que moi j'y arrive en tout cas. D'accord. Et donc tu arrives à faire à faire grandir en fait tes 3 projets juste parce que tu t'es discipliné aussi, parce que ça demande, tout ce que tu fais demande énormément de temps. J'ai dû me discipliner. Et d'ailleurs, donc je voudrais encore te remercier Rosie parce que je sais que tu as un agenda très chargé. Vraiment te remercier d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de The Interview. C'était avec plaisir, merci à toi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois et que d'ici 5 ans, lorsque tu seras globe-trotter en Afrique pour justement aller mettre en avant la mode et nous faire découvrir en fait ce qu'est la mode africaine, qu'on aura encore l'occasion de t'avoir en fait dans notre interview. J'espère aussi. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien évidemment à enregistrer votre entreprise dans le répertoire. Vous pourrez suivre cette interview sur notre site internet www.lerepertoireparcd.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Exo, exo.